Le président ukrainien a limogé jeudi son chef des armées, un changement de direction alors que le pays va entrer dans sa 3e année de guerre. L'armée israélienne se prépare à une offensive à Rafah où se sont réfugiés plus d'1 million de Palestiniens. Des frappes y ont fait au moins 13 morts selon le Hamas. La colère des agriculteurs se répand en Europe. Des blocages routiers ont eu lieu en Italie, en Bulgarie et en Espagne. Les députés européens ont voté en faveur d'une résolution qui invite la Commission à créer une mission d'enquête sur les soupçons de fraude électorale. Face au risque de sous-financement du secteur privé dans la transition climatique, la Banque européenne d'investissement dit vouloir jouer un rôle pour ramener de la confiance. L'Islande est frappée par une nouvelle éruption volcanique. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence. La rumeur s'est confirmée. Le président ukrainien a annoncé ce jeudi qu'il avait limogé le commandant des forces armées. Le très respecté général Valéry Zaloujny sera remplacé par Oleksandr Syrski. Volodymyr Zelensky a justifié cette décision en affirmant que des changements étaient nécessaires à la tête de l'armée alors que la guerre va entrer dans sa 3e année. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні сили України. Volodymyr Zelensky a également fait savoir qu'il souhaitait que son ex-chef des armées reste dans son équipe. Oleksandr Syrski, 57 ans, le nouveau commandant des forces armées ukrainiennes, dirigeait jusqu'à présent les forces terrestres. Il participait aussi depuis 2013 aux efforts de l'armée ukrainienne pour s'adapter aux normes de l'OTAN. Anthony Blinken quitte Israël sans avoir réussi à convaincre Benyamin Netanyahou d'accepter une trêve, mais le secrétaire d'État américain garde espoir et a déclaré qu'un accord sur les otages était encore possible. Alors que de nouvelles négociations ont débuté dans la capitale égyptienne, les soldats israéliens poursuivent leurs opérations à Khan Younes. Mais le Premier ministre israélien a annoncé que l'armée allait étendre son offensive vers Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. C'est là, près de la frontière avec l'Égypte, que se sont réfugiés plus d'1 million de Palestiniens. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des frappes ont eu lieu dans un quartier résidentiel de la ville. Bilan, au moins 13 morts selon le Hamas. Et face aux craintes d'une offensive de grande ampleur sur Rafah, l'ONU a accusé Israël de vouloir créer une zone tampon, ce qui constitue, selon l'organisation, un crime de guerre. 4 mois après le début des bombardements de l'armée israélienne, le bilan dans la bande de Gaza est de près de 28 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. Après la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne et la France notamment, c'est au tour des agriculteurs italiens de faire entendre leur colère. Leurs revendications, similaires à celles de leurs voisins européens, concernent principalement les normes écologiques européennes, mais également le coût élevé du diesel. Des dizaines d'agriculteurs ont annoncé se rendre en tracteur à Rome, où ils espèrent se faire entendre du gouvernement de Giorgia Meloni. Tout aussi mobilisés, les agriculteurs bulgares bloquent des routes du pays depuis plusieurs jours pour dénoncer notamment les importations d'Ukraine, qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale. Les négociations avec le gouvernement doivent reprendre en fin de semaine et le Premier ministre a promis de s'entretenir avec Bruxelles. En Espagne, plusieurs routes sont bloquées dans différentes régions du pays. Des convois se sont également lancés vers Barcelone où se concentrent les manifestations. Les agriculteurs protestent contre la politique agricole européenne, mais également la précarité de leur secteur. Le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus souple quant à l'utilisation sur les plantes des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Certains experts affirment que notre système alimentaire pourrait devenir plus durable grâce à ces NGT. Les plantes pourraient devenir plus résilientes au changement climatique et aux espèces nuisibles. Mais quelles sont exactement ces techniques génomiques? Nous avons posé la question à ce professeur. Les nouvelles technologies permettent de cibler plus précisément de manière chirurgicale comme un ciseau les gènes
au sein du génome, d'une manière bien précise, sans toucher toutes les autres parties du génome, et introduire la fonction ou améliorer la fonction qu'on veut. Donc il y a un gain de temps qui est énorme, et c'est aussi encore plus important que c'est plus précis, et on va cibler que la partie qui nous intéresse à améliorer. Le professeur Bendaman estime que les NGT pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'impact du changement climatique sur l'agriculture. Il espère qu'ils éviteront les pertes de récoltes causées par une floraison précoce, ce qui arrive de plus en plus fréquemment. En Europe, cette méthode est actuellement réglementée de la même manière que les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Mais dans quelle mesure ces deux techniques se ressemblent-elles ? Ces technologies sont totalement différentes de la transgénèse qu'on utilisait avant, puisque dans la transgénèse, on introduit un gène nouveau. Ici, on ne fait que modifier un gène déjà présent. Pour autant, certains agriculteurs considèrent ces plantes modifiées par NGT comme potentiellement nocives pour l'agriculture. Les NGT font partie de mes revendications et des revendications de la Confédération paysanne. C'est une grosse inquiétude si ça passe, parce qu'on part sur le brevetage du vivant, et avec toutes les dérives qu'il peut y avoir, on sera sur une agriculture encore plus productiviste, capitaliste et tout ça. En Europe, au cours des 50 dernières années, les récoltes ont diminué de 30%, ce qui a conduit certains à réclamer un changement dans la manière de gérer l'agriculture. Cependant, bien que la méthode NGT soit utilisée ailleurs dans le monde, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a mis en garde contre des problèmes de sécurité potentiels liés à son application. À une écrasante majorité, les députés européens ont voté une résolution qui invite la Commission européenne à envoyer une mission d'enquête en Serbie pour faire la lumière sur des soupçons de fraude électorale. Le 17 décembre, la droite nationaliste a remporté les élections législatives et locales. Une victoire qui a entraîné des manifestations dans le pays pendant plusieurs jours. Selon l'opposition, ces élections auraient été truquées. Ukoliko srpske vlasti nisu spremne da implementiraju preporuke koje se odnose na izbore ili ukoliko istraga pokaže da su srpske vlasti direktno uključene u prevaru birača, poziva se na suspenziju EU finansiranja. Après les scrutins, des observateurs internationaux de l'OSCE notamment avaient dénoncé des irrégularités. Pour le Parlement européen, ces élections, remportées par le parti du président Alexander Vučić, ne se sont pas déroulées dans des conditions équitables. There has to be a sense, a public sense, that justice is done, justice is delivered in a proper way, without delay, and I think that would help calm things down in Serbia, but also in our relations between the European institutions and Serbia. Des citoyens auraient également été incités à voter pour le parti présidentiel. L'opposition serbe réclame depuis plusieurs semaines l'annulation de ces scrutins contestés. Mi ne tražimo ništa više od toga da se poštuju zakoni, da se ne zloupotrebljavaju ni zakoni ni institucije i da građani imaju jednake uslove da formiraju svoj izbor za koga će glasati, a onda i slobodno da glasaju za onog za koga su izabrani. Lors des manifestations, la Russie, alliée de la Serbie, a accusé les Occidentaux de vouloir déstabiliser le pays. Si les fraudes électorales sont confirmées, les relations entre la Serbie et l'UE pourraient se compliquer davantage. La transition climatique est sous la menace d'un sous-investissement du secteur privé, avertit la présidente de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Nadia Calviño, l'ancienne ministre espagnole des Finances qui a pris ses nouvelles fonctions au début de l'année, assure que son établissement fera tout son possible pour construire la confiance entre les investisseurs sur des projets comme l'hydrogène vert et des usines de batteries électriques. In the slowdown of economic activity and with higher interest rates, it is clear that companies have to think twice about undertaking some of the necessary investments. There is very high uncertainty, geopolitical tension that's also limiting the appetite, the risk appetite of corporations. And that is why the EIB has an important role in de-risking investments.
Les agriculteurs européens manifestent depuis plusieurs semaines. Parmi leurs revendications, producteurs et éleveurs réclament une simplification des règles relatives au pacte vert. Pour Nadia Calviño, l'une des missions de la BEI est de venir en aide au secteur agricole, mais aussi aux citoyens dans cet effort de transition. We need to support the agricultural sector in undertaking the necessary investments. We need to support heavy industry to make these adjustments. We need citizens to have access to affordable green technologies if we want the process to be a success. There are challenges, but there are also opportunities. Selon la Banque européenne d'investissement, le nombre d'entreprises qui investissent dans l'efficacité énergétique est en forte augmentation. L'établissement jouera également un rôle clé dans la reconstruction de l'Ukraine. La BEI a déjà investi 2 milliards d'euros dans le pays détruit par la guerre. C'est une nouvelle éruption volcanique qui frappe l'Islande, la 3e en moins de 3 mois. Elle a eu lieu dans le sud-ouest du pays où les autorités ont déclaré l'état d'urgence. La coulée de lave qui a recouvert certaines routes a provoqué d'autres dégâts matériels, comme l'explosion de canalisations d'eau chaude, ce qui a créé des pénuries pour certains habitants de la zone où a eu lieu l'éruption. 28 000 personnes vivent dans cette région qui est l'une des plus peuplées du pays. There were a few eruptions in the sea just off the peninsula, but on land nothing happened for nearly 800 years. And in that time, the rest of Iceland experienced probably getting on for 150, 200 eruptions. So naturally, people thought this area was fairly safe, and so they started building. Après avoir été épargnée pendant plusieurs siècles, l'Islande, considérée comme la zone la plus volcanique d'Europe, a connu 6 éruptions ces 3 dernières années.